Oh, voilà. Attends, je mets ça là, comme ça. Ok. Non. Oui, voilà, comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. J'élimine le bruit. Je mets comme ça, vous allez écouter partout, de partout. Voilà. Le live est lancé sur Facebook. Ok, c'est lancé. Donc, voilà, j'étais en train de dire donc que vous comprenez que ce n'est pas un problème de terrain, c'est juste c'est un problème plutôt de, je sais pas, les gens qui lancent, qui envoient ce discours de haine ont un problème particulier avec la communauté bamileke et il faut qu'ils s'assument. Il ne faut pas qu'ils passent par les affaires de il faut une réforme foncière parce que voilà, c'est monté, c'est descendu, des âneries quoi. Il faut que les gens s'assument. Moi, je veux que le premier courageux passe à l'action, que le premier courageux passe à l'acte, que le premier courageux se lève et dise ok, bon, vous là, rentrez chez vous, on ne veut plus vous voir ici là, à Yaoundé ou bien à Douala. C'est à ce moment-là maintenant qu'on va comprendre à qui appartient le Cameroun. Bien le Cameroun appartient à tous les Camerounais ou alors le Cameroun appartient à une certaine catégorie d'individus. Je m'adresse comme ça là à Dieudonné Somba, au parfait ici là, tous ces gens là, les Elimbi Lobé. Voilà un autre, je ne sais pas comment je peux appeler cet individu là. Voilà un autre cancre, moi je pense, c'est un cancre, Elimbi Lobé, qui a complètement raté sa vie. Et quand vous partez voir sur sa page Facebook, il fait la promotion, il vend le terrain, hein. Il fait la promotion de vente et oh j'ai un terrain à tel endroit où je vends ma chaîne, c'est patati patata. Mais il vient sur les plateaux télé parce qu'il voit comment il y a certains jeunes Camerounais qui se débrouillent, qui réussissent leur vie, qui se battent dans les grandes villes à gauche, à droite. Il se met à dire qu'il faut que les gens rentrent chez eux à l'ouest. Écoutez un peu l'argument de quelqu'un. Il dit que lorsque les gens vivent à Yaoundé ou à Douala et qu'ils meurent, on porte leur corps, on part enterrer chez eux à l'ouest. Donc, pourquoi est-ce que quand on leur demande de rentrer chez eux, ça les dérange? Écoutez l'argument de quelqu'un qui est censé être un intellectuel. Écoutez juste cet argument-là. C'est hallucinant. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu es dans ton pays. Et donc, tu peux décider de là où tu voudrais qu'on t'enterre. Parce que ton pays, c'est d'abord ton chez-toi global. Et comme tout le monde ne peut pas vivre au même endroit, chacun a sa petite case. N'est-ce pas? Et donc, quand tu décides que non, il faut qu'on m'enterre à tel endroit, c'est par choix. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qu'on enterre, c'est-à-dire chez lui, dans son village, ou je ne sais pas trop comment eux ils appellent là-bas, les Limbi Lobela, comme ils disent que, comme tu dis que ton village c'est le chez toi et ce n'est que là-bas que tu dois vivre, tu dois retourner là-bas. Donc quelqu'un décide que bon, si je meurs aujourd'hui, il faut qu'on aille m'enterrer dans ma case familiale, parce que tu as quand même une case familiale que tu as laissée pour aller peut-être t'installer dans une autre zone de ton pays. Tu décides que bon, il faut qu'on m'enterre dans ma case familiale, c'est mieux. Pour ne pas... Voilà, c'est mieux. Quelqu'un trouve que comme on t'enterre là-bas, ça veut dire que c'est là-bas que tu dois vivre, que c'est le chez toi là-bas, donc c'est là-bas que tu dois vivre. Il oublie la notion de république qui dit que chaque citoyen est libre de s'installer et de faire ce qu'il veut dans son pays tant qu'il respecte la loi en vigueur. Donc ça veut dire que ton premier chez toi, c'est d'abord ton pays. C'est ton premier chez toi, c'est ton pays, ton premier chez toi, c'est ton pays. Donc tu es dans ton pays, quelqu'un te dit quand même de rentrer chez toi parce que quand tu vas mourir, on va aller t'enterrer à tel endroit, à tel endroit. Si on part t'enterrer là-bas, c'est par choix. Tout comme tu as fait le choix de te déplacer pour aller t'installer à Yaoundé, comme tu pouvais aller t'installer à Douala, comme tu pouvais aller t'installer à Gaoundé, à Garoua, et partout. À Maroua, partout où tu pouvais aller t'installer, n'importe où, c'est ton choix. En quoi est-ce que ton choix pose un problème? Parce que ton choix, ce n'est pas la loi.
Il n'y a aucune loi qui dit que lorsque un Bamileke meurt, on doit seulement l'enterrer à l'ouest parce que l'ouest c'est chez lui. Il n'y a aucune loi qui dit ça. Donc, lorsque quelqu'un décide qu'on va l'enterrer dans une zone, il pouvait décider que bon, si je meurs, on va m'enterrer à Mimbomanou, ou bien on va m'enterrer à ça, ou bien on va m'enterrer à tel endroit, tel endroit. C'est son pays, c'est son choix. C'est-à-dire que s'il y a une famille qui s'installe à ça, et puis la famille, donc les enfants de la famille décident d'aller à Yaoundé, se battre. Parce que Yaoundé, c'est la capitale. Ils décident d'aller à Yaoundé, se battre. Et qu'un des enfants meurt. La famille décide que non, on doit enterrer l'enfant là à ça. Donc ça veut dire que normalement, comme on enterre l'enfant là à ça, selon Elim Bilobé, l'enfant là ne devrait pas vivre à Yaoundé, dans son pays. Hein. Il devrait plutôt vivre à ça, parce que c'est ça qui est le chez lui. Yaoundé, ce n'est pas le chez lui. Les gens ont décidé en 2023 de mettre la notion d'allogénie et d'autochtonie au-dessus de la République. Et après, un ministre comme René Emmanuel Sadi va se lever et il va venir nous dire que c'est nous là, qui dénonçons ces choses-là, qui sommes les auteurs de ça, les auteurs de la haine, qu'eux-mêmes, ils sont en train de propager partout, les radios, il faut voir avec quelle arrogance et quel mépris ces personnes s'adressent à toute une communauté. Et ce qui est bizarre, c'est que le parti au pouvoir, RDPC que vous voyez là, est dirigé en partie par les membres de cette même communauté. C'est-à-dire que quand vous avez Paul Biya, président de la République, la deuxième personnalité du pays après Paul Biya, c'est Nyat Difendi. C'est un Bamileke de l'Ouest. Et il est président du Sénat. Et il est membre influent du RDPC. Donc Paul Biya est le président du parti RDPC, le parti au pouvoir. Vous avez le dirigeant du parti RDPC, le parti au pouvoir, Jean Kuete. Jean Kuete. Il est le secrétaire général du RDPC, le parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'après Paul Biya, c'est lui, au RDPC. C'est un Bamileke. Il est de l'Ouest. C'est un Bamileke. Vous voyez un peu, non? Donc vous comprenez que derrière ce qui se passe sur les plateaux télé là, il y a une volonté de manipulation. Une grosse volonté de manipulation. Je vais vous faire écouter quelque chose. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce que je parle de cette volonté de manipulation. Écoutez un peu ce phénomène. Ça, c'est un biaïste qui parle. C'est un biaïste qui parle. Écoutez-le. Quand un biaïste vous dit déjà certaines choses, écoutez attentivement. Le chef de l'État est bien important. Voilà. Oui, dans la globalité, il faut dire que le chef de l'État est bien important. Et je vois qu'il va encore diriger le Cameroun au prochain mandat. Les gens bavardent au quartier que le chef de l'État est fatigué, il ne raisonne plus, il ne pense plus bien, il n'est plus en état normal, il faut déclarer la vacance au pouvoir. J'ai vu que le chef de l'État est bien important. Il peut encore faire 7 ans au pouvoir. On peut encore lui attribuer un autre mandat. Parce que je suis l'un des universitaires qui demande aux Camerounais d'être patients. Si le président public nous lâche maintenant, on est mort. Parce que ceux qui sont là à côté de lui, ils vont nous égorger. Donc, si le président public prend notre mandat, nous serons sauvés. Parce qu'il est en train de préparer l'avenir du Cameroun. Et le voyez hier, c'est-à-dire qu'il a toutes ses capacités mentales. Il est debout. Et il réfléchit. Et c'est le moment maintenant de faire quoi? De prier beaucoup pour lui. Pour que le prochain mandat, le président, son excellent Paul Biya, soit encore là. Vous savez pourquoi je lance cet appel après les autres, que le président public soit représenté en 2025? C'est parce que je sais que ceux qui travaillent pour lui actuellement veulent tuer les Camerounais. Et s'il prend le prochain mandat, là, on est bien. Et nous serons, tout le monde, chacun va trouver son compte. Donc, laissons d'abord à ce côté. J'espère que vous avez suivi. Il sait que ceux qui travaillent autour de Paul Biya, si Paul Biya n'est plus là, ils vont tuer les Camerounais. Et donc, il faut laisser Paul Biya
continuer de diriger le Cameroun si on veut qu'il y ait la paix au Cameroun. Voilà ce qu'un biaïste vient dire sur un plateau télé. Et ça passe là, tranquillement, les gens prennent ça. Rappelez-vous sur TikTok, pour ceux qui me suivent, vous avez dit ça. Que lorsque vous voyez des gens font un slogan, genre Paul Biya est le seul garant de la paix. Ça veut dire, entre autres, que si Paul Biya n'est plus là, c'est la guerre. C'est automatique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà un biaïste confirmé qui vient vous dire ça. Il vous le dit cache sur le plateau télé que laissez Biya là-bas, là où il est haut. Parce que si Biya n'est plus là, les gens qui l'entourent là vont zigouiller les Camerounais. Voilà quelqu'un qui vient vous dire ça sur le plateau télé au calme. Et c'est donc la raison pour laquelle il faut laisser un vieux père de plus de 90 ans. Je vous rappelle que Paul Biya aura officiellement 92 ans en 2025. Et donc, il faut que Paul Biya, à 92 ans, continue de rester à la tête du Cameroun. Sinon, ce sera la guerre totale. Et lorsqu'il parle comme ça, là, c'est que si Biya n'est plus là, c'est son fils qui va prendre la suite. Si ce n'est pas son fils, ce sera la guerre. Ils vous le disent tous les jours que Paul Biya est le seul garant de la paix au Cameroun. Le seul et unique garant de la paix au Cameroun, c'est Paul Biya. D'ailleurs, dans les langages et les discours de haine qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, on voit des gens qui passent le temps à dire « Attendez que Biya ne soit plus là et vous allez voir. Attendez que Biya ne soit plus là et vous allez voir. » Et ces gens s'adressent à qui? À la communauté bamileke. Attendez, c'est Biya qui vous protège. Dès que Biya ne sera plus là, on va vous chasser. Vous allez rentrer chez vous. Ah, dès que Biya ne sera plus là, on va... Et ce n'est pas comme si cette histoire ne s'est pas déjà matérialisée. À Sang-Mélima, dans le sud natal de Paul Biya, il y a eu ces événements. Pas une fois, pas deux fois. La chasse aux Bamileke, casser les boutiques des gens, piller, les chasser, rentrer chez vous, rentrer chez vous, rentrer chez vous. J'ai dit ça s'est déjà matérialisé en Sang-Mélima. Donc ce n'est pas comme si les gens qui parlent là ne se préparent pas à quelque chose. Moi, il parle toujours ma chose comme ça. Ce que le type s'y a dit là, ne prenez pas la légère. D'ailleurs, je vous l'ai toujours dit ici. Je vous ai toujours dit ça dans tous mes lives. Que lorsqu'on vous dit que Paul Biya est le seul garant de la paix, ça veut dire que si Paul Biya n'est plus là, c'est la guerre. C'est simple et c'est logique. Eh, bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Et bon, comme il ne dit pas, si il ne dit pas partager, partagez là, vous n'allez pas partager. Moi, je suis sur TikTok. Donc, j'ai lancé juste le live Facebook pour avoir un peu plus d'audience. Donc, sentez-vous à l'aise et sentez-vous saluer. Donc, vous voyez que le Cameroun est en ce qu'on appelle, dans un langage comédien, à un tournant danger. C'est-à-dire le genre de tournant où, si tu n'es pas vigilant, tu vas tomber directement dans un face-à-face qui risque d'être fatal. Nous tirons la sonnette d'alarme. Merci beaucoup pour les cœurs sur TikTok. Continuez d'envoyer les cœurs. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Merci aussi d'envoyer les cœurs sur Facebook, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est aussi très gentil de votre part. Donc, comment est-ce que c'est possible qu'on en arrive à ce niveau? Parce que ce qui est inquiétant, comme je disais, pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook depuis le début, ce qui est inquiétant, c'est qu'on les laisse faire. On les laisse dire ce genre de choses sur les plateaux télé. Ils ont la liberté de dire toutes ces conneries sans être inquiétés. Pensez-vous que le Cameroun là va se relever un jour? Parce qu'on a l'impression que ce qui s'est passé dans plusieurs pays à l'époque va se passer au Cameroun. On a l'impression que les gens n'ont pas pris, c'est-à-dire n'ont pas retenu des leçons sur ce qui s'est passé dans certains pays, notamment au Rwanda, à l'époque. Il y a beaucoup d'individus, il y a beaucoup d'individus comme ça là, qui ne se cachent plus
pour dire des choses. Quand vous voyez peut-être il y a un autre individu ici là qui écrit qui a écrit quoi là? Voilà. L'individu écrit. Voilà ça. Oh, ce n'est pas. Je vais vous lire. Les Bamileke, je n'ai rien à foutre de ce que vous dites. C'est à l'envers parce que c'est un miroir. Chacun ira développer son village. Terminé. Vivre ensemble à sens unique. Terminer le vivre ensemble à sens unique. Minalmi. Et la personne est connue. La personne est connue. Voilà son nom Facebook. La personne est connue. La personne fait des lives Facebook presque tout le temps, d'après ce qu'on m'a dit. Et la personne va au Cameroun tranquillement, sans souci. Et la personne est apparemment du RDPC. Donc, je vous relis encore ce que la personne... Et ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire, ce n'est que ce que la personne dit sur sa page. Ce n'est que ce que la personne dit. Les Bamileke, je n'ai rien à foutre de ce que vous dites. Chacun ira développer son village. Terminé. Le vivre ensemble à sens unique. Minalmi. Voilà, donc. Et la personne a beaucoup de likes. Hein. Il y a beaucoup de likes sur cette connerie-là. Il y a beaucoup de likes sur cette publication-là. Donc, vous voyez que la personne a des soutiens. Il y a au moins plus de 200 personnes qui soutiennent ce que cette personne poste. Et c'est là où ça devient encore très dangereux. On ne va plus dire que la personne parle seulement pour parler parce qu'avec 200 personnes bien équipées, vous pouvez mener une guerre. Attends, on demande son nom de Facebook. Son nom de Facebook, c'est coach. En plus, les coachs de Facebook là. Coach de vie Onyx. Coach de vie Onyx. Voilà, c'est son nom Facebook. Coach de vie Onyx. C'est son nom Facebook. Et la personne doit vivre soit en France, soit en Suisse. Si je ne me trompe pas. Je me pose la question de savoir, mais que font les avocats de la résistance? Parce que les gens comme ça sont connus. Et en Europe, il y a un genre de discours qui ne passe pas. Lorsque vous faites une citation directe, la personne sera sévèrement châtiée de sa témérité. Mais on a beaucoup d'avocats qui disent lutter pour le changement au Cameroun, mais qui ne réagissent jamais dans ce genre de truc. Jamais. Et ce genre de discours, ce n'est pas seulement les écrits. Hein. Ces personnes font des directs live. C'est-à-dire, comme je suis en train de faire le direct live, ces gens-là le font en live et tiennent ce genre de propos en live. Imaginez un seul instant, comme je suis en train d'observer, que certains Bamileke réagissent déjà sur Facebook et ça commence à faire mal. Imaginez un seul instant. Parce qu'à l'époque, quand les... J'aime toujours prendre cet exemple ici parce que c'est un exemple qui doit parler à tous les Africains. À l'époque, quand les Hutus ont décidé de décimer les Tutsis, parce que selon eux, les Tutsis étaient très minoritaires et donc ils pouvaient facilement finir avec eux. Ils ont dit il faut éradiquer tous les cafards. Ok. Quand les Hutus ont décidé de décimer les Tutsis, ils étaient loin d'imaginer que les Tutsis pouvaient résister et même prendre le dessus. Oui, si vous ne le savez pas, il n'y a qu'à Kigali. Il n'y a qu'à Kigali que les Hutus ont surpris les Tutsis qui vivaient à Kigali. Mais sinon, les Tutsis s'étaient déjà organisés en résistance. Si bien que l'affaire du Rwanda que vous attendez là est finie par un pourparler. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont les regrets. Est-ce que les Tutsis ne vivent pas toujours? Ils vivent. Malgré le fait qu'ils ont, on en a, c'est-à-dire les Hutus en ont éliminé plusieurs, mais ils vivent. Ils sont toujours là. Et c'est même un Tutsi qui est au pouvoir au Rwanda. Hein? Paul Kagame peut très bien décider aujourd'hui de se lever et de se venger et de commencer à tous les Hutus avant qu'on ne l'arrête lui aussi. Et il aura déjà eu sa vengeance.
il va falloir combien de temps avant qu'on l'arrête? Donc vous voyez comment la roue tourne. Donc quand les Tutsis avaient décidé qu'ils vont faire leur sale besoin, eux-mêmes les Tutsis, ils ont décidé de bombarder l'avion présidentiel. Parce que le président, pardon, les Hutus, autant pour moi. Les Hutus, quand ils avaient décidé de faire leur sale besogne, ils avaient leur schéma, ils ont acheté les maquettes, ils se sont bien arrangés et ils avaient leur chaîne de télévision, 1000 collines, comme Vision 4 au Cameroun actuellement. Parce que s'il y a une chaîne en Afrique actuellement qui fait dans la haine tribale, c'est Vision 4. La chaîne de Amougou Belinga, l'assassin de Martinez Zogo. Vision 4. Et Vision 4 continue de mettre. Vision 4 serait même invité au palais de Toudi quand il y a des cérémonies. Carrément, hein. Et le Cameroun. Donc, ils avaient leur chaîne de radio 1000 collines là qui ne faisait que faire la propagande contre les Tutsis. Il y avait tous les Tutsis qui disaient, ah, ils parlent seulement, ça ne peut plus arriver au Rwanda. Non, vraiment, ils parlent seulement. Un matin, les Hutus ils ont fait leur plan. Eux-mêmes, les Hutus ont bombardé l'avion présidentiel, l'avion du président à Biarimana, ou je ne sais plus comment. Ils ont bombardé l'avion présidentiel et ils ont accusé les Tutsis. Donc, directement, quand l'avion présidentiel s'est écrasé, ils ont directement envoyé le mot d'ordre sur tous les plateaux, leurs chaînes. Ils ont directement dit, oh, les Tutsis ont tué notre président. Les Tutsis ont tué notre président. Il faut qu'on se venge. Et c'est comme ça que le génocide a commencé au Rwanda. C'est parti. Et les gars se disaient donc qu'ils allaient finir avec eux. Ils allaient finir avec eux. Sauf que, ils avaient oublié que les Tutsis aussi ont 2 mains et 2 pieds. Et donc, les Tutsis pouvaient penser que, bon, comme vous êtes en train de préparer vos choses là, nous aussi on se prépare. Et c'est exactement ce que les Tutsis avaient fait. Ils se sont préparés. Et ça a été loin d'être ce que les Hutus pensaient. Qu'ils pouvaient décimer les Tutsis comme ça là. Non. Les Tutsis alors les ont traités. Parce que les Tutsis étaient préparés militairement. Ce n'était pas le jeu. Militairement. Et les Tutsis ont fait, c'est-à-dire ils sont montés jusqu'à arriver à un niveau, les Hutus ont commencé à dire non, pardon, ils ont commencé à appeler à la paix. À la paix, que gars, c'est fort, parce que les Tutsis étaient prêts. Ils étaient prêts, bien préparés. Les gars ont vu que la guerre là, ça allait dépasser. La guerre là, ça allait dépasser. Et c'est pour ça que vous voyez, Kagame qui était le chef du mouvement rebelle à l'époque, c'est lui qui est président aujourd'hui. Pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi. Eh bien parce qu'ils ont pris le dessus. Les petits Tutsis, ils ont pris le dessus. Donc maintenant, je me pose maintenant la question de savoir, donc, les gens qui font ce genre de discours de haine au Cameroun, là, n'est-ce pas? Ils sont d'une communauté, hein, une communauté. Certains individus de cette communauté-là, parce que ce n'est pas toute la communauté, comme d'habitude. Parce que même au Rwanda, il y avait les Tutsis qui étaient mariés avec les Hutus étaient mariés avec les Tutsis, ils avaient des enfants, il y avait des métissages, c'était comme ça. Mais, est-ce que les haineux ont demandé leur avis avant de commencer? Même pendant que l'affaire là se passait, pendant qu'ils ont commencé à éliminer les Tutsis là, il y a plusieurs familles Hutus qui n'étaient pas d'accord. Et même ces familles Hutus qui n'étaient pas d'accord, certains, les gars les éliminaient même parce qu'ils avaient armé une milice, les Interamwe. Ils avaient une milice qu'ils avaient armée, les Interamwe. Hein? Et donc ce ne sont pas les Hutus en fait qui menait cette histoire, mais c'est la milice, une milice Hutu, une milice composée de certains Hutus, parce que il faut faire la nuance. Ce ne sont pas les Hutus qui ont décidé de finir avec les Tutsis, non. C'est une milice de Hutus, avec la complicité même de certains Tutsis. C'est une milice. Les Interamwe, avec les membres du gouvernement qui étaient tous des Hutus, en fait, cette milice-là. Et donc, c'est exactement ce qui peut se passer au Cameroun, parce qu'il y a une milice à la tête du Cameroun qui est en train de se former. Il y a une milice qui est en train de se former, n'est-ce pas, qui aura pour sale besoin de faire quelque chose. Donc, on ne peut pas généraliser en disant que c'est une communauté contre une autre, non. C'est une milice.
Mais seulement ce que je vais leur dire, c'est que les gens que vous voulez attaquer là, soyez déjà certains qu'ils ne vont pas se laisser faire. Donc, les discours de haine qu'il y a sur les réseaux, sur les plateaux télé et consorts, j'espère que le moment venu, vous allez vous assumer. Parce qu'on n'est plus dans la logique où on va dire que, ah, pardon, laissez, pardonner, machin, truc. Non. J'espère seulement que le moment venu, chacun va s'assumer. Ce sont des hommes bien importants que vous trouverez en face de vous. S'il faut que notre pays soit en paix, œuvrons pour la paix. Mais si chaque fois on ne fait que parler de paix, on ne fait que parler de paix, on ne fait que parler de paix, mais des gens veulent toujours nous amener dans une logique où il va falloir, c'est-à-dire s'assumer, eh bien, sachez que lorsque vous voulez lever la main sur un homme, il ne va pas se laisser faire. Hein. Lui aussi lève la main. Et peut-être il va même vous atteindre en premier. Vous voyez un peu? Peut-être même ils vont vous atteindre en premier. Donc on ne peut pas être dans une république. Vous voyez quelqu'un vient sur un plateau télé et dit vous les Bamileke là, un peu comme si au Cameroun les Bamileke se marient entre eux, les Douala se marient entre eux, les Bétis se marient entre eux, les Nordistes se marient entre eux, tous les Bassa se marient entre eux, et il y a combien même de communautés au Cameroun? Donc c'est un peu, alors que les Camerounais quand ils se rencontrent, ils se gnoxent, ils se regnoxent, ils se rencontrent partout. Ils se gnoxent, ils se regnoxent. Quand ils partent jouer au 2-0 le matin, personne ne connaît d'où l'autre vient. Ils savent que nous sommes dans le même quartier, nous n'avons pas joué au 2-0. Et après, quand ils voient une petite au quartier, ils ne se posent pas la question de savoir la petite là, elle est Bamileke, elle est machin. Ils l'attrapent, ils gnoxent les bêtises. Ils mettent même les enfants. Les gars se mélangent partout. Mais vous allez voir ces charognards qui sont à la tête de l'État, qui sont en train de former cette histoire-ci-là, avec certains haineux qui ont raté leur vie. Parce que quand vous allez aller voir la vie de ces femmes et ces vieilles folles, comme moi je les appelle, et ces petits connards qui sont en Europe là, qui ont raté leur vie, qui vivent dans un 9 mètres carrés, ce maître a exacerbé la haine tribale. La plupart du temps, ces femmes-là ont été déçues apparemment, il y a eu l'histoire d'une qui est sortie là, qu'elle a un enfant avec un Bamileke, le Bamileke l'a abandonné. Et du coup, pour elle, on doit décimer tous les Bamileke. C'est comme ça que ça fonctionne dans leur tête. Elle est folle, en fait. Donc, le Camerounais lambda se mélange. Moi, je vais donc demander à Elie Milobe que, mais, Elie Milobe, tu dis que les Camerounais doivent rentrer chez eux. Et les enfants donc là, qui sont faits entre Camerounais là, ils vont rentrer où? Parce que voilà même ta soeur, Grace Deka, qui est mariée avec un gars de l'Ouest. Tu vas dire que Grace Deka rentre où? Hein? Et c'est juste un exemple. Hein, parce que eux, c'est le mot Bamileke qui est seulement dans leur bouche. Moi, je ne comprends pas. Ils n'ont pas fini avec les anglophones, c'est les Bamileke qui est dans leur bouche. La façon dont les Camerounais se mélangent. S'il y a une communauté qui tarde encore à se mélanger au Cameroun avec les autres, ce sont les musulmans du Nord, les Fulbé. Ils se marient beaucoup entre eux par rapport à leurs coutumes, leurs traditions et aussi par rapport à leurs croyances religieuses qui est l'islam et consorts. C'est comme ça qu'ils font depuis des décennies, depuis la nuit des temps. Donc, c'est encore un peu difficile de voir un mariage chrétien-musulman ou alors musulman athée ou je ne sais quoi. C'est encore un peu difficile. Mais ça se fait dans certains cas. Il y en a. Il y a des jeunes là, Fulbé, qui sortent avec d'autres jeunes filles, d'autres communautés, tranquillement, tranquille, pas de problème. Cette barrière-là n'est plus trop haute, comme à une certaine époque. Donc, vous voyez que à Yaoundé, par exemple, quand vous allez à la briqueterie, vous allez dans beaucoup de secteurs, il y a les ressortissants de toutes les zones du Cameroun qui viennent à Yaoundé s'installer parce que Yaoundé, c'est la capitale. Donc, vous allez demander à toutes ces personnes-là qui ont acheté des terres, qui ont des business, qui ont construit leur vie dans leur pays, dans une ville de leur pays, de rentrer chez eux. Parce que chez eux serait dans une autre zone et tout, patati patata. Ou alors, c'est seulement au Bamileke que vous allez demander de rentrer. Moi, je veux que les gens s'y m'expliquent bien l'affaire là. C'est-à-dire que le Vatican, qui est propriétaire de beaucoup plus de terres que n'importe qui au Cameroun là, vous les laissez. Les gens à qui vous avez donné une job,
l'église catholique, vous avez donné les terres Ndjo. Donc vous laissez ce que vous avez donné Ndjo pour aller prendre ce que vous avez vendu. Et aujourd'hui, vous voyez comment certaines personnes, et c'est ça qui me fait peur, parce qu'il y a des ripostes très violentes de certains gars qui disent que oh, je suis bamileke, machin, quelque chose que je ne cautionne pas, bien évidemment. Et c'est pour ça que j'attire la sonnette d'alarme. Je tire la sonnette d'alarme. Et après, quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on dit? On dit que vous avez choisi de faire la guerre, faites la guerre. Quand vous serez fatigué, vous nous dites seulement, on sait quand la guerre commence, on ne connaît pas quand ça finit. C'est tout. Je ne comprends pas comment des Africains... Et après, ils sont les premiers à aller se mêler des problèmes des autres dans d'autres pays. Ils partent parler des problèmes des autres dans d'autres pays, alors que dans leur propre pays, même, ils ne s'aiment pas. Et vous allez voir ces coquependas là qui sont en diaspora. Comment des gens qui vivent en diaspora peuvent écrire des conneries comme ça en disant les Bamileke vont rentrer chez eux. Et si cette pembèche là, ou ces coachs, machin, je sais plus, coach de vie, Onyx, quoi là, si cette pembèche là, le pays dans lequel elle vit, on décide de lui retirer des papiers, et on lui demande de rentrer chez elle, elle va crier au racisme. Hein. Elle vit dans le pays des gens. Mais c'est elle qui tient ce genre de discours. Elle dit, oh, les Bamileke vont rentrer chez eux, patati patata. Si maintenant, dans ce pays-là, on engage une procédure qui aboutit au fait qu'on te retire tes papiers, et on te dit aussi à toi, comme tu demandes aux gens dans leur pays de rentrer chez eux, toi aussi rentre chez toi. Elle sera la première à pleurer et à crier au racisme. Et la majorité des personnes là qui sont sur Facebook en train de faire ce genre de machin là, ils vivent en diaspora. Pour certains en Suisse, d'autres en France, d'autres en Belgique, d'autres, ils vivent en diaspora. Je vous jure, si j'ai la certitude qu'il y a un d'entre eux qui vit ici au Royaume-Uni, n'est-ce pas, je vais chercher à savoir où la personne vit. Et je vais lui balancer une procédure aux fesses ici. On ne s'amuse pas avec l'antisémitisme ici. Ce n'est pas les conneries qu'on vous faites là-bas en France, les gens vous regardent. Je dis ici. Je vais lui balancer une procédure aux fesses ici. Que quand je vais accumuler toutes les histoires que la personne dit sur les réseaux sociaux, mettre ça dans un document et envoyer à un juge, la personne va comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Donc, parmi les tribalistes notoires là, s'il y a un qui est courageux, il me donne juste son adresse en inbox, je ne vais pas publier son adresse. S'il y a un qui vit au Royaume-Uni, je répète encore, s'il y a un parmi les tribalistes notoires là qui passe le temps à dire Bamileke rentrez chez vous, nanani nanana là. S'il y a un d'entre eux qui vit au Royaume-Uni et qui est sûr de lui, qu'il m'envoie seulement l'adresse. En inbox, il ne va pas publier. Il va seulement te coller une procédure aux fesses. Je ne sais pas ce que les avocats qui sont là-bas en Europe de l'autre côté là font. Parce qu'il y en a que certaines personnes connaissent. Parce qu'on m'a déjà envoyé certaines informations sur certains qui sont là-bas en Suisse et en France. On m'a envoyé certaines informations sur eux. Oui? Le nom, l'adresse et consorts. Je ne sais pas ce que les avocats attendent pour entamer des procédures. Parce que ça, quand vous entamez une procédure et que vous rédigez le courrier là, vous n'oubliez pas de prendre pour exemple ce qui a déclenché le génocide au Rwanda. Parce que c'est la même chose. Et en Europe, je sais qu'on ne blague pas avec ce genre de propos. Et je dirais même que si on sait où ces personnes travaillent, on devrait prendre les écrits de ces personnes-là et envoyer à leur patron. Effectivement, à leur état, mais si Junior Zogo vivait en Angleterre, c'est qui sera en prison. C'est qui sera en prison aujourd'hui. On doit, c'est-à-dire qu'on doit collecter tous les écrits et les dires de ces gens. Envoyer déjà à leur patron, si on connaît où ils travaillent. Ensuite, envoyer des courriers à des juges, parce qu'on ne passe pas par le commissariat dans ce genre de procédure. Tu ne passes pas, la police ne gère pas trop ça.
Quand tu vas vers la police, c'est que c'est un crime vraiment, sinon la police va négliger. Tu pars directement en procédure directe, citation directe au tribunal, direct. Il y a des juges qui sont là, ils ont des adresses email, il y a le bureau du juge. Ce n'est pas comme là-bas au Cameroun ou bien en Afrique où pour voir un juge c'est un problème. Ici là, tu peux croiser le juge même au café, au calme, tranquille. Tu ne sais même pas que c'est un juge. Tu pars seulement au tribunal, tu te renseignes. On va te dire comment tu vas faire. Tu vas à la greffe ou bien tu pars seulement. Il y a même le bureau de renseignement au tribunal. Dans tous les tribunaux ici, il y a un truc là que tu pars seulement là, tu te renseignes. Tu écris au juge. Tu déposes. Quand le juge prend, il lit, il voit, il lit, il prend les exemples, il lit. Le gars va coller, c'est-à-dire on va coller une procédure aux fesses de ces gens. On va leur dire que vos conneries que vous faites là, ce n'est pas en étant en Europe que vous allez faire ça. Vous allez donc aller dans votre pays pour faire ce genre de trucs-là. C'est ce qu'il faut faire. Peu importe la personne qui tient ce genre de discours, peu importe la personne, je répète encore, peu importe la personne qui tient ce genre de discours, cette personne devrait être sanctionnée et châtiée de sa témérité. Tout simplement. On ne passe pas par 4 chemins. Parce que c'est trop facile de se cacher sur les réseaux sociaux, pour certains, derrière des profils non identifiés, pour dire des histoires, raconter des histoires, s'attaquer aux communautés, Attaquez-vous aux gens individuellement, non, il n'y a pas de problème, c'est une affaire personnelle. Mais lorsque vous passez le temps à indexer des communautés, ça révolte certaines personnes et ça peut créer un chaos que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, vous êtes un danger pour la société. Et on doit vous traiter. Je me rappelle quand je m'étais levé ici contre André Luther Meka. André Luther Meka, il a pissé dans son pantalon. En 2 jours seulement, André Luther Meka a pissé. Juste à ce qu'il est venu, il a demandé les excuses en public. Parce qu'il avait tenu des propos. Genre, oh, si vous touchez Brenda Bia, on va chasser les Bamileke, machin. André Luther Meka. Tu te rappelles, non? Tu te rappelles bien. Le gars a dit non, ce n'est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas ce que machin. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas que. Maintenant, André Luther Meka est un peu plus posé. Il est maintenant un peu plus posé. Parce qu'il a compris que ils peuvent parfois pousser les gens à bout. Peu importe la personne qui tient ce genre de propos. Que tu sois Bamileke, que tu sois Betty, que tu sois Bassa, que tu sois Sawa, que tu sois ceci, cela. Peu importe. Mais je ne comprends pas une affaire. Je ne comprends pas. Est-ce que vous savez que la communauté Bamileke est installée au nord, à l'extrême nord, dans la Damawa? Vous n'avez jamais entendu un nordiste parler mal d'un Bamileke que Bamileke rentre chez vous? Où? Comment? Pourquoi c'est toujours certaines personnes? Pourquoi? Quand vous dites les Bamileke doivent rentrer chez eux, là, c'est seulement les Bamileke qui vivent à Douala et à Yaoundé? Ou bien c'est aussi ceux qui vivent sur tout le territoire camerounais? Parce que est-ce que les autres vous ont dit qu'ils sont dans vos histoires là? Hein? Moi, je veux juste savoir. Chaque Camerounais est libre de s'installer où et comme il veut dans le respect de la loi, dans le strict respect de la loi. Tant qu'il respecte la loi, il est libre de faire ce qu'il veut dans son pays. Quand je dis tant qu'il respecte la loi, ça ne veut pas dire qu'un criminel ne doit pas vivre à Yaoundé, non. Je dis bien que un Camerounais est libre de faire, de circuler tout ce qu'il veut, de faire tout ce qu'il veut, autant pour moi, dans son pays, tant qu'il respecte la loi. Et il est libre de vivre où bon lui semble, tant qu'il respecte aussi la loi, parce que la loi, ça veut dire que si tu arrives et que tu loues, tu loues. Tu payes ton loyer. Si tu ne payes pas ton loyer,
on te chasse de la maison que tu loues, tu pars ailleurs, tu pars dans un autre quartier, tu cherches le loyer, tu peux même aller chez le voisin, tu demandes, si le voisin décide de t'accorder son bail, il t'accorde le bail, c'est tout. Tu es dans ton pays, tu vis où tu veux et comme tu veux. Tant que tu respectes la loi, tu n'auras pas de problème avec l'État. C'est de ça qu'il est question ici. Tu t'installes où tu veux et comme tu veux. Tous les Camerounais sont libres. Je ne me rappelle pas d'un Camerounais qui est parti s'installer à l'ouest et les gens l'ont chassé. Ou d'un Camerounais qui est parti s'installer au nord, les gens l'ont chassé. Ou d'un Camerounais qui est parti s'installer à l'extrême nord et les gens l'ont chassé. Ou alors d'un Camerounais qui est parti s'installer au nord-ouest, au sud-ouest et les gens l'ont chassé. Ou un Camerounais qui est parti s'installer à la Damawa, les gens l'ont chassé. Pourquoi c'est toujours au centre, au littoral? Pourquoi? Parce que les deux grandes villes du Cameroun se trouvent là-bas. Et quelles deux grandes villes même? Quelles deux grandes villes même? Il y a quel niveau de développement à Douala-Yaoundé comparé à plusieurs autres villes de même calibre en Afrique? C'est la faute au Bamileke ou bien à ceux qui dirigent le Cameroun. On vous a déjà dit fatigué que le Cameroun n'a pas un problème de vivre ensemble. Les jeunes Camerounais se gnoxent à longueur de journée. Ils n'ont pas un problème de vivre ensemble. Ils ont un problème de manger ensemble. Et ce sont les gens qui se sont accaparés de 95% de la richesse des Camerounais qui organisent ce petit truc que vous voyez là. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Comme je disais, si tu décides de t'installer à Bafoussam, à Tchang, n'importe où, tu es Camerounais. Et même si tu es étranger, et que tu quittes, je ne sais pas, de n'importe quel pays. D'ailleurs, un Africain ne devrait pas être étranger dans un autre pays. Et ça, c'est une lutte que nous sommes en train de mener et ça va aboutir. Même si tu viens d'un autre pays, tu es centrafricain, tu es congolais, tu es gabonais, tu es sénégalais, tu es guinéen, tu es malien, tu arrives au Cameroun, tu t'installes où tu veux. Tant que tu respectes les lois, tu n'auras pas de problème. Tout le monde est le bienvenu partout en Afrique et partout au Cameroun. Vous êtes tous les bienvenus. Nous, on ne regarde pas les histoires dormies debout. Nous, on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chaque être humain est libre de circuler comme, où et quand il veut sur la planète, tant qu'il respecte les lois. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on ne va pas venir au Cameroun se mettre à catégoriser les individus et mettre l'allogénie au-dessus de de la République. L'autochtonie, autant pour moi, au-dessus de la République. Quand vous avez décidé d'être une République, vos affaires d'autochtones là n'existent plus. C'est fini. Vous parlez votre dialecte, vous avez vécu à un certain endroit, à une certaine période, c'est pour ça que vous êtes installé. Ok, ça va, et vous parlez un certain dialecte, c'est tout. C'est la République. C'est la République qui prime. Ce n'est pas les affaires villageoises. Le monde est en train d'évoluer, mais certains Africains sont toujours en train de reculer. Et c'est les Camerounais et ils veulent toujours donner des leçons aux autres pays. Alors que dans leur propre pays, ils sont encore dans une logique de village, d'autochtones, autochtones. Je suis autochtone, je suis autochtone. Je vous ai dit l'autre jour que la couronne d'Angleterre que vous voyez ici, personne de la famille royale, je dis bien personne dans la famille royale aujourd'hui ne peut plus dire qu'il est un Anglais pur souche. Personne. Personne. Parce que même la reine Elisabeth qui est décédée l'autre jour, son père venait, ou c'est de l'Autriche, ou c'est je ne sais pas de quel pays de l'Europe, son père. Son mari, autant pour moi. La reine Elisabeth, son mari venait de l'Autriche, ou un truc comme ça. Et dans leur famille, il y en a qui sont venus de l'Allemagne, de la Suède, de la Norvège et même de la France. Certes, le Royaume-Uni, l'Angleterre, c'est la base, tout ça, oui. Mais personne de la famille royale
ici, du Royaume-Uni, ne peut encore vous dire qu'il est un Britannique pur souche, qu'il n'est pas mélangé, machin. Non, Massa, vous mentez. Les gars se sont tellement mélangés qu'ils ne savent, personne ne peut plus. C'est-à-dire, si on veut retracer l'arbre généalogique du roi Charles qui est là actuellement, là, vous allez voir que, c'est-à-dire, il a les origines de partout. Le monde avance, le monde ne recule pas. Donc, Charles, le roi Charles qui est là actuellement, va vous dire qu'il est, il est quoi? Il est autochtone d'où? Il est et à l'heure état, le père du roi Charles venait de la Nouvelle-Zélande, c'est ça? Le roi Charles qui est là actuellement, il est autochtone d'où? Non, il venait, je crois, de l'Autriche, un truc comme ça. Hein. Donc, vous voyez que le monde ne fait qu'avancer, mais il y a toujours certains villageois au Cameroun qui sont là en train de dire, c'est mon village ici, c'est mon village ici, vous allez rentrer dans votre village, hein, c'est mon village ici, mais machin, truc, patati, patata. Les gens qui refusent de grandir, et après on va leur dire que, oh, ce sont des intellectuels. Si c'est ça les intellectuels, j'ai pitié des étudiants au Cameroun. Parce que Claude Abbé, que vous voyez là, c'est un professeur d'université. Comme vous voyez la magie. Cameroun, oh, oh putain. Ah, c'est triste. C'est triste. Regardez. Quand vous voyez la France, aujourd'hui, vous allez dire quoi? Que il y a les Français pure souche. Si on pose la question à quelqu'un en France, il te dit, mais tu es Français pure souche, il va te dire que lui-même, il ne sait pas. Parce que lorsqu'il va regarder son arbre généalogique, il va voir qu'il y a certains parents qui venaient de l'Italie, de la... Ils sont... Le monde est métissé. Le monde est métissé, tout comme le Cameroun est mélangé. Et d'ailleurs, les gens qui disent qu'ils sont des autochtones à Yaoundé, à Douala, machin, truc là. Si le colon qui a tracé les pays là, traçait plutôt un peu, genre on divise le Cameroun en deux comme ça là, vous alliez vous retrouver où? À l'ouest ou bien au centre? Au sud? Au nord? C'est-à-dire, il suffit juste que le colon qui s'était assis, ou je ne sais pas où c'était en 1884, ou c'était quand là, que les gars tracent plutôt la carte de l'Afrique plutôt d'une autre façon. Vous allez encore dire que vous êtes quoi? Que vous êtes les autochtones du centre, vous êtes les autochtones. Vous êtes même arrivé d'abord au centre du Cameroun, là, à quelle époque? Parce qu'on sait que les plus vieux occupants des territoires camerounais, du territoire qu'on appelle Cameroun aujourd'hui, ce sont les Pygmées. Et même les Pygmées là, ils ont eu une période migratoire pas possible. C'est pour ça qu'on trouve les mêmes Pygmées au Cameroun, les mêmes Pygmées au Congo, les mêmes au Gabon, les mêmes en Centrafrique, les mêmes un peu de partout en Afrique centrale. Les mêmes Pygmées, mais on ne trouve ni les Ewondo, ni les Sawa, ni les Bamileke, ni les machins trucs dans d'autres pays en Afrique centrale. Donc, vous allez parler, vous dites que non, nous on était là avant. Bon, vous étiez là avant qui? Parce qu'avant vous, il y avait d'autres personnes. Si on veut commencer à remonter comme ça, là, on va aller très loin. C'est pour ça que lorsqu'on arrive à un certain modèle qui est la République aujourd'hui, que nous tous nous avons accepté les frontières, nous avons dit ok, on accepte, c'est notre pays, on ne peut plus revenir en arrière. Parce que les choses changent. Un président peut prendre le pouvoir aujourd'hui et il décide d'ailleurs la meilleure zone pour avoir la capitale au Cameroun, ce n'est pas vers Yaoundé, c'est dans le Mbam ou bien dans la Damawa. Mais beaucoup plus dans le Mbam, toujours au centre, oui, mais dans le Mbam. Donc ce ne sera plus à Yaoundé. Et ce ne sera plus un territoire comme vous appelez aujourd'hui territoire Ewondo. Hein? Le meilleur endroit pour construire une capitale au Cameroun, il y a la Damawa, dans la Damawa, et il y a aussi dans le Mbam. Dans la Damawa, là, c'est même mieux. Le Mbam est plat. Très plat.
Donc, un président peut se lever aujourd'hui et décider de déporter la capitale. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire aussi... Vous allez aussi dire que, bon, d'accord, vous allez rester chez vous au centre, là, malgré le fait que, voilà, et puis les autres qui vont aller dans le Mbam ou bien aller dans l'autre ville qui sera considérée comme la capitale. Vous allez aussi partir là-bas, leur demander de rentrer chez eux. Hein? L'Afrique n'a pas besoin de ça. Grandissez un peu. C'est triste qu'on soit là aujourd'hui à donner des leçons à des personnes qui devaient normalement nous en donner. C'est triste qu'on soit là aujourd'hui à donner des leçons à des professeurs d'université qui tiennent des propos aussi alarmants. C'est triste qu'on soit là, on en soit là aujourd'hui. Hmm? Moi, j'ai un truc que je veux toujours dire aux Africains. C'est que nous avons tellement été marginalisés. Nous avons été tellement dominés qu'on gagnerait à s'unir. Au lieu de continuer de nous limiter dans les affaires de repli identitaire. Quand quelqu'un vient sur un plateau télé, il vous dit que si Paul Biya n'est plus là, les gens qui sont autour de lui vont tuer tous les Camerounais. Ça ne vous alarme pas? Ça ne vous inquiète pas? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? C'est ce que je veux savoir. Quand quelqu'un vient tenir ce genre de discours, déjà quand vous voyez des gens venir vous dire que l'homme qui doit présider à votre destinée, le seul, c'est un vieux père de 92 ans, ça ne vous inquiète pas? Je parle des Camerounais, ça ne vous inquiète pas? C'est pas inquiétant pour vous? Vous avez encore le temps pour les affaires de tribalisme en 2023? Mais c'est quand même amusant. Hein? C'est hallucinant. Vous pensez sérieusement qu'une nation peut se développer avec ce genre de conneries-là? Et c'est pour ça que je dis que les affaires de fédéralisme communautaire ne peuvent pas avoir leur place dans une république. On peut revenir au fédéralisme d'État. On peut même décider d'avoir 5 États au Cameroun. On peut décider l'État du Nord, du Sud, de l'Est et l'État du Centre, par exemple. Modèle américain, chaque État est autonome. Les gouverneurs de l'État sont votés, sont élus. On peut très bien décider d'adopter une constitution avec un président et un vice-président. On peut décider d'adopter une constitution avec un système électoral à 2 tours. Voilà des modèles de société. Qu'est-ce qu'il y a qu'on vient de dire fédéralisme communautaire? C'est-à-dire que chaque communauté, s'il y a 300 communautés au Cameroun, c'est un fédéralisme à 300 communautés, Massa. C'est quoi ça? On prend pour prétexte que non, les Mbo ne vivent pas comme les Bassa ne vivent pas comme les Sawa ne vivent pas comme les Pygmées ne vivent pas comme les... Qu'est-ce que vous racontez aux gens en 2023? Qu'est-ce que vous racontez aux gens en 2023?
Flo, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pose la question, je vais t'expliquer. Quand tu dis la République la concerne seulement certaines régions, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Arrêtez souvent d'être sur TikTok rien que pour regarder les fesses des petites filles, parce qu'on sait que la majorité du temps, c'est ce que vous faites. Si bien que lorsqu'on fait un petit, on vous dit un petit truc, ça entre dans votre tête, ça se met à chambouler, et puis vous réfléchissez d'une autre façon. Comment ça, la République là concerne seulement certaines régions? Donc, je n'ai pas été assez clair. Donc, lorsque tu prends le Cameroun et que tu le divises en 5, tu ne vois pas qu'on peut dire l'État du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et l'État central. Parce que une République fédérale à 2 États, ça ne peut pas être équilibré. À 4 États non plus. Une République fédérale à 3 États, c'est bon. 5 États, c'est bon. En fait, un chiffre ou un nombre impair, c'est mieux. Ce n'est pas quand on dit le Nord que tu connais aujourd'hui, là, que le Nord. J'espère que tu as mieux compris maintenant. Donc, on peut décider d'adopter une constitution fédérale à 5 États. Il faut que vous compreniez comme ça, alors. Et donc, quand je dis État du Nord, État du Sud, État de l'Est, État de l'Ouest, État central, c'est une appellation. Ah, tu as pris le live en cours, mais tu as quand même eu le temps d'écouter quand je parlais de République à 5 États du Nord, du Sud, de l'Est à l'Ouest. C'est pour ça que tu as posé la question de savoir l'État là appartient seulement à quelques régions. Tu vois, donc tu as bien suivi ce que j'ai dit, mais tu n'as pas compris parce que vos têtes sont toujours un genre. Merci beaucoup. Je suis souvent cru, hein. Je suis souvent très cru. L'OFF 237 dit que le Cameroun doit rester uni. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez entendu que l'État fédéral... Ah, d'accord, Anflo. Ok, j'ai compris. Tu parlais concernant le tribalisme. Ok, d'accord. Merci, merci. Voilà, donc il y a l'OFF 237 dit que le Cameroun doit rester uni. Qui a dit que le Cameroun devait se désunir? Quand tu vois les États-Unis là, ils ne sont pas unis, mais les États-Unis c'est un État fédéral. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas que les États-Unis ont plus de 50 États? Tu ne sais pas ça? Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont divisés? On parle là d'une forme de l'État. On ne dit pas qu'on va couper. On ne dit pas qu'on va couper le Cameroun en 5. On doit encore refaire. On a beaucoup à faire au niveau de la sensibilisation et même de l'éducation. On a beaucoup à faire. Et je vous comprends, oui, comme en Allemagne, bien évidemment, comme en Allemagne, par exemple, aussi. Même en Belgique. La Belgique aussi est un État fédéral, hein. Oui, même la République sud-africaine aussi. Le Nigeria qui est juste à côté de nous, parce que quand vous partez loin, ça perd les gens. Le Nigeria qui est juste à côté de nous, là, est un État fédéral. C'est pour autant que le Nigeria est divisé. Au contraire, le Nigeria est aujourd'hui le pays le plus puissant économiquement du Cameroun, de l'Afrique. Dans le contexte actuel, le contexte mondial actuel, vous vous rendez compte que tous les pays qui ont adopté une constitution fédérale sont les plus développés. En Europe, l'Allemagne est la première puissance économique. C'est un État fédéral. Ensuite, la Suisse, c'est un État fédéral. Quand tu vas en Amérique, les États-Unis d'Amérique, premier pays au monde, c'est un État fédéral. Quand tu regardes, la France est très loin derrière en Europe parce qu'elle a un État centralisé. L'Italie même est un peu plus décentralisée que la France. C'est un modèle d'État qui fonctionne et qui empêche les fonctionnaires de voler au maximum. Oui. Le modèle fédéral est un modèle qui empêche, qui limite le vol. Limite complètement le vol. Même la corruption, les détournements de fonds publics, là, ça limite. Mais pour ça, il va falloir qu'on entre encore en profondeur.
Effectivement, Jackson, effectivement, il va falloir qu'on entre encore en profondeur. Le Cameroun au départ était un État fédéral à 2 États. Peut-être même l'offre 235 ne sait pas ça, hein, que le Cameroun était un État fédéral. Il y avait la République du Cameroun et le Southern Cameroun. Les deux se sont mis ensemble le 1er octobre 1961 pour former ce qu'on appelait la République fédérale du Cameroun. Et c'est là où le Cameroun avait ce drapeau-ci. Je ne sais pas si je vais vite retrouver le drapeau là dans mes trucs. Hein. Permettez-moi un peu de regarder si je peux vous retrouver le drapeau là. La République fédérale du Cameroun. Donc si on veut refaire l'histoire du Cameroun, vous allez vous rendre compte que le Cameroun à l'époque était mieux portant que le Cameroun central unitaire qu'on a aujourd'hui. Parce que quand vous avez une république fédérale, on ne centralise pas tout. Quand il y a un État central, une caisse centrale quelque part, ça favorise le vol que vous voyez, le détournement de fonds publics que vous voyez à outrance au Cameroun là. Ça n'a pas commencé, ça a commencé quand l'État a été unitaire. On a tout centralisé, on a mis tout dans les caisses de l'État là. Je suis en train de fouiller, excusez-moi un peu. Dans la caisse centrale, on a tout mis là-bas dedans. Et c'est comme ça que les gens ont décidé de voler ça. Voici le drapeau de la République fédérale du Cameroun, c'est ça. Vous ne le saviez pas? Eh bien, sachez-le. Donc, je vous fais une petite leçon d'histoire. Vous voyez le drapeau sans les étoiles. Ça, c'est le drapeau de la République du Cameroun du 1er janvier 1960. C'était vert ou jaune comme vous voyez là, il n'y avait aucune étoile dessus. Et lorsque la République du Cameroun, le Cameroun francophone à l'époque, qui a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960, 1er janvier 1960, retenez bien cette date. Ce drapeau avait été remis au premier ministre André-Marie Mbida en 1958, si je ne me trompe pas. Donc on lui avait remis le drapeau vert ou jaune s'il a les colons français. Ils lui ont remis ça comme on remet le tablier de l'enfant qui part à la maternelle. On lui a dit, bon, voici désormais le drapeau du Cameroun. C'était en 1958, si je ne me trompe pas. 58 ou 59, je ne sais pas, mais c'est à André-Marie Mbida qu'on avait remis le drapeau-ci. C'était vert ou jaune comme ça, il n'y avait pas d'étoile. Et donc le 1er janvier 1960, le Cameroun obtient son indépendance, le Cameroun francophone. C'était 425 000 km². Le Cameroun francophone obtient son indépendance et il utilise le drapeau. Oh, j'ai coupé le micro. Et il utilise le drapeau-ci, vert ou jaune. Et donc, le 1er octobre 1960, le 1er octobre 1961, autant pour moi, le 1er octobre 1961, le Southern Cameroun, encore appelé le Cameroun anglophone, décide de rejoindre la République du Cameroun après un référendum. Et c'était sous la forme de l'État fédéral qu'on a appelé le 1er octobre 1961 la République fédérale du Cameroun. Voici le seul drapeau que les pères fondateurs du Cameroun que vous avez aujourd'hui avaient décidé. Donc c'est-à-dire ils ont dit, ok, on ne va pas changer le drapeau, mais on va juste ajouter 2 étoiles symboliques. Ça veut dire que ces étoiles-ci symbolisent l'union de 2 territoires qui étaient indépendants et autonomes. Donc le Cameroun était un État fédéral. Hein? Et à cette époque, le Cameroun prospérait. Hein? Et la constitution de cette époque-ci, de 1961, disait que la forme de l'État ne sera jamais revue. Donc, on pouvait tout faire, il ne fallait pas toucher à la forme de l'État. Sauf que, quand le pétrole a été découvert, à Limbe, oui, c'est à Limbe, non? Quand le pétrole a été découvert en zone anglophone, les Français ont donc utilisé Ahidjo et certains leaders anglophones pour changer la constitution et transformer le Cameroun maintenant en un État unitaire, centralisé.
Parce que la République du Cameroun était la République fédérale du Cameroun. La zone anglophone se gérait, la zone francophone se gérait. Et l'histoire disait que s'il y a un président francophone, le prochain président sera anglophone. Si le vice-président sera anglophone. Et s'il y a un président anglophone, le vice-président sera francophone. En fait, c'était ça les arrangements pour la réunification du 1er octobre 1960. Et donc le 20 mai 1972, ce que vous appelez la fête de l'unité aujourd'hui, là, c'est une utopie. Le 20 mai 1972, il y a eu donc ce qu'ils ont appelé un référendum, la conférence de Fumban, où il y a eu trop de problèmes. Mais les Français ont imposé que le Cameroun soit une république, vous voyez un peu, donc que le Cameroun soit une république unitaire centralisée, avec c'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, on va refaire notre live avec ça, je vais mieux vous expliquer. C'était juste une parenthèse. Donc, le 20 mai 1972, le Cameroun devient donc la République unie du Cameroun. Donc, Ahidjo, lui, il savait, c'est pour ça qu'il avait mis le mot uni, pour qu'on reste toujours dans l'histoire que c'est deux territoires indépendants qui s'étaient mis ensemble. Vous voyez un peu? Donc, non, l'offre 237, quand on parle déjà d'une république, on ne peut pas nuancer son histoire. Il n'y a rien de plus cher aux yeux des Américains que leur histoire. Il n'y a rien de plus cher aux yeux des Américains que leur histoire. Et c'est pour ça que chaque année, vous commémorez le 20 mai. Parce que ça vous rappelle la naissance de votre pays. Sauf que la naissance de votre pays, ce n'est pas le 20 mai. Mais c'est plutôt le 1er octobre. Seulement pour tronquer l'histoire, les Français et consorts là, pour tronquer l'histoire, afin d'exploiter le pétrole de Bakassi légalement, ils ont changé tout chamboulé. Quand Paul Biya arrive au pouvoir en 1984, il décide, en violation de la Constitution, il décide de changer le nom du Cameroun, il met la République du Cameroun. Si je me mets à vous détailler l'histoire, vous allez comprendre la supercherie derrière. Mais ce n'est pas ce que je vais faire ce soir. On va le faire dans un autre live une autre fois. Donc, ce n'est pas comme si le Cameroun ne sait pas ce qu'on appelle l'État fédéral. Et ça, c'était des années vraiment de prospérité du Cameroun. Hein. Parce que le problème anglophone que vous voyez aujourd'hui là a commencé en 72. Hein. Quand vous entendez Ambazonie là, ce n'est pas un nom de 2016. C'est un nom qui date depuis 1970 comme ça. Ambazonie. Avec le SCNC, si je ne me trompe pas. S'il y a quelqu'un qui suit là, qu'il me rectifie un peu. Donc, vous ne pouvez pas sauter sur l'histoire de votre pays. Il faut la connaître, c'est important. C'est pour ça que je dis le Cameroun vit dans un mensonge depuis fort longtemps. Et quand Biya va tomber, on va revenir à tout ça. Parce que la guerre qui déchire cette partie de notre pays-là, cette guerre-là, c'est à cause de ce que je suis en train de vous expliquer actuellement. Parce que si les choses avaient été respectées comme prévu, on ne devait pas avoir cette guerre-là. Et nos frères anglophones qui avaient rejoint cette partie du Cameroun l'ont rejoint parce qu'ils voulaient. Et ce n'est pas seulement cette partie. Parce qu'il y a une partie du nord. On appelait le Northern Cameroun. À l'époque, c'était le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Le Northern Cameroun a décidé de rejoindre le Nigeria. Et je vous rappelle que même le Southern Cameroun siégeait au Nigeria. Donc les députés, ils avaient des représentants qui siégeaient à l'Assemblée nationale du Nigeria. Donc c'est par amour pour nous qu'ils ont même décidé que non, ils ne veulent pas rejoindre le Nigeria, ils veulent rejoindre le Cameroun. Sinon, la zone anglophone du Cameroun aujourd'hui devait appartenir au Nigeria. Vous voyez, en fait, l'histoire de notre pays est très complexe. Et pour comprendre ce qui s'y passe aujourd'hui, il faut encore réexpliquer. Ce n'est pas ce que je vais faire ce soir. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est cette haine tribale exacerbée. Donc le modèle fédéral, c'est un très bon modèle. Le modèle fédéral. Et c'est ce que Biya ne veut pas. C'est pour ça que vous allez voir tous les gens du RDPC vont toujours dire jamais pas de modèle fédéral. Parce qu'avec le fédéralisme, si on peut appeler fédéralisme étatique, mon frère, il n'y aura plus les détournements de fonds comme vous pensez là. Parce qu'il n'y aura plus de caisse centralisée. Il n'y aura plus que genre, toutes les signatures doivent venir du palais présidentiel. Non.
Non. Chaque État sera autonome. Un peu comme ça se passe en Allemagne, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, partout là. Donc, il va falloir que chaque Camerounais réfléchisse bien sur l'avenir de son pays. Et il faut que les Camerounais se préparent à une alternance à la tête de leur pays. C'est très important. Ne pensez pas qu'il n'y a que Biya pour diriger le Cameroun. Vous vous trompez très mal. Et le réveil sera brutal si un matin vous apprenez que Biya est mort subitement. Votre réveil sera vraiment, mais alors vraiment très brutal. Parce un président qui a passé aussi long au pouvoir, décède au pouvoir, mon frère, les gars, attention, attention, attention. Voilà. Donc, sur ce, je pense que je vais vous laisser ce soir, parce que il est 22 h ici chez moi, donc il est 23 h en France. Vous allez passer une bonne soirée à tous. Merci de m'avoir écouté. Vous étiez très nombreux ce soir. Merci pour tous plus de 5000 likes. Merci beaucoup, hein, TikTok. Merci beaucoup. Vous êtes très généreux en like. J'espère que sur Facebook, les gars pourront faire comme vous. J'ai bien envie qu'on fasse des discussions comme ça là, mais avec des interactions. J'ai bien envie qu'on fasse des discussions avec des interactions le plus souvent. C'est très important parce que 2025, là, comme les gens disent, arrive à grands pas. Et je vais terminer en disant que le geste que vous avez vu Chantal Biya faire sur Paul Biya, où elle est en train de l'arranger et tout là, le geste du paraître là, ce n'est pas une affaire d'amour de son mari, mais c'est pour vous montrer, en fait, quand on observe bien, pour des observateurs aguerris comme nous, ça démontre à suffisance que Paul Biya est sous assistance. D'ailleurs, à 90 ans, on ne fait plus rien seul. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas déjà à se tenir, à se torcher le cul et tout ça, tout seul, ne peut pas diriger une nation. Et nous vous avons démontré que ce n'est plus Paul Biya qui dirige la nation, mais c'est bel et bien Chantal Biya. Vous avez vu, à un moment, il y a les applaudissements. Elle le touche qu'applaudit, applaudit, 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 applaudit. Lui aussi, il fait comme ça. Il applaudit comme un tchè, comme on dit souvent chez nous, un tchè. Paul Biya est à des endroits, il ne sait pas où il est. À 90 ans, on ne fait pas ça à un homme. Surtout un homme qu'on dit aimer. Vous ne pouvez pas torturer un père comme ça. 90 ans, mon frère. En 2025, il aura 92 ans. Quand vous voyez un jeune de 40 ans venir vous dire que c'est le meilleur choix, vous-même, ça, mais vraiment, je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez prendre la parole sur TikTok, écoutez, vous êtes les bienvenus, hein, si vous voulez prendre la parole. Moi, par contre, je vais dire au revoir à tous mes frères de Facebook. Je vais vous souhaiter une bonne soirée sur Facebook. Et je vais vous rappeler que c'était Max Senior et que je reviendrai très certainement